témoin continue. On va se concentrer ce soir sur l'opération Barkhane au Sahel qui, pour la première fois en 8 ans, a fait l'objet d'un débat parlementaire. C'était ici même au Sénat, un débat événement dans lequel on s'est posé toutes les questions sensibles autour d'une telle opération. Faut-il rester encore? Partir tout de suite? Quelle transition? Comment ne pas abandonner les populations? Comment ne pas s'imposer non plus? Tous les groupes politiques ont pu s'exprimer dans l'hémicycle. Il en va de l'avenir des 5000 Français engagés sur place et des millions d'habitants concernés. Toutes ces questions, on va aussi se les poser sur ce plateau avec nos invités dans un instant. D'abord, retour sur les discussions au Sénat, donc avec Flora Sauvage. Avant le G5 Sahel samedi prochain, les sénateurs ont débattu ce mardi sur l'avenir de l'opération Barkhane. 8 ans après le début de la présence française au Mali, les sénateurs s'interrogent sur la suite. De nombreuses questions sont posées. Je me permets d'en relayer quelques-unes. Où en sommes-nous sur le terrain diplomatique, notamment au sein du G5 Sahel? Nous le savons, la situation en Libye est loin d'être stabilisée. Quels sont les effets de la crise libyenne pour la zone de travail de Barkhane? L'opération Barkhane mobilise plus de 5000 soldats français au Sahel. Depuis 2013, on dénombre 50 morts au combat. Parce qu'ils avaient été défaits au Mali, nos adversaires sont passés d'une stratégie d'implantation locale, que je serais tenté d'appeler une stratégie d'occupation territoriale, à une stratégie de déstabilisation régionale. Si bien que la menace terroriste s'est étendue à l'ensemble du Sahel. Et c'est pourquoi, en août 2014, nous avons lancé l'opération Barkhane. Au Sénat se pose la question du maintien des forces françaises au Sahel. Le dénouement de cette crise qui dure depuis 8 ans ne sera certainement pas militaire, nous le savons. La solution ne peut être que politique et par conséquent, elle est essentiellement du ressort des Maliens eux-mêmes. Certains sénateurs vont même plus loin et souhaitent retirer les troupes françaises du Sahel. Nous devons tirer les leçons et tourner la page de Barkhane, car l'impasse est certaine, et créer les conditions d'un départ programmé de nos troupes pour lui substituer un nouvel agenda politique, économique et de sécurité pour le Mali et la région. Un avis qui n'est pas partagé par le président du groupe Les Républicains. Ni le retrait n'est une option, parce que le retrait ruinerait tous nos efforts, rendrait inutile la mort de nos soldats. Mais ni le statu quo ne saurait tenir lieu d'une stratégie, parce que ce statu quo risquerait de nous emmener dans un embourbement. Pour éviter l'embourbement, Emmanuel Macron devrait chercher à réduire la présence française au Mali lors du G5 consacré au Sahel le week-end prochain. Et voilà encore une question bien complexe avec nous ce soir pour ce grand débat d'ALPL. Alain Joyandet, bienvenue. Vous êtes sénateur LR de la Haute-Saône, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Vous êtes président délégué du groupe France-Afrique de l'Ouest et ancien secrétaire d'État chargé de la coopération et de la francophonie. Ousmane Ndiaye, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef Afrique TV5 Monde et ancien correspondant au Sahel. Avec nous également, mais à distance, Pierre Laurent, bienvenue. On vient de vous voir dans ce sujet. Vice-président du Sénat, sénateur communiste de Paris, vice-président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Et également avec nous, Niagale Bagayoko, bienvenue. Vous êtes politologue, présidente de l'African Security Sector Network. J'explique un peu ce que c'est. C'est une organisation panafricaine qui réunit des spécialistes des questions de réforme des systèmes de sécurité. Et vous êtes une spécialiste des politiques militaires européennes et américaines en Afrique. J'espère que j'ai tout bien dit. Alain Joyandet, pardon pour cette question simple. Je sais que la réponse ne l'est pas, mais est-ce qu'il faut stopper cette opération Barkhane? Est-ce qu'il faut quitter le Sahel? Alors, question simple, réponse simple. Non, je pense qu'il ne faut pas quitter le Sahel, ce qui ne veut pas dire que ce doit être le statu quo. Et d'ailleurs, quand on regarde bien ce qui se passe là-bas, on s'aperçoit que ça n'est pas le statu quo. Quand on parle de Barkhane, Barkhane c'est une force, mais en fait là-bas, il y a quand même 5 forces différentes, je ne sais pas si on aura le temps de rentrer dans le détail, qui sont coordonnées par le général commandant nos forces françaises, mais les choses bougent beaucoup en matière de formation des forces armées africaines, même si certes ça ne va pas assez vite. La coopération change aussi ses objectifs. Donc il y a énormément de choses qui bougent, qui ne nous permettent pas pour autant de partir, parce que c'est la sécurité non pas uniquement de l'Afrique, mais d'une bonne partie de l'Europe qui est en jeu. La concentration de forces
terroristes, si on peut les appeler qui comme ça, peuvent menacer l'Europe. Dans la bande du Sahel, vous savez, à l'est de la Mauritanie, le nord Niger, le nord Mali, le sud Algérie, toute cette zone-là dont j'ai eu par le passé à m'occuper lorsque j'étais au gouvernement, on voit bien qu'aujourd'hui, cet endroit-là, c'est la concentration des forces terroristes, et donc on a le devoir de rester. Alors est-ce qu'il faut bouger un certain nombre de choses? Bien sûr, mais je pense que dans les grands objectifs qui ont été fixés par le président de la République, je pense qu'on progresse. Il n'y a pas suffisamment d'Europe, il n'y a pas suffisamment de Nations Unies, il y a peut-être trop de France seule, et ça coûte peut-être trop à la France. Donc il faut peut-être se tourner vers nos amis européens pour qu'ils viennent en aide aux forces françaises. Mais globalement, on y fait un travail formidable. Donc je ne veux pas terminer mon premier propos sans rendre hommage, évidemment, à ceux qui ont perdu la vie là-bas, à leurs familles. C'est un lourd tribut que nous payons, mais c'est un tribut dont va dépendre l'avenir de la paix de toute cette région et de la sécurité en Europe. Vous parliez du président de la République, Ousmane Ndiaye, il a parlé d'ajustement, le président de la République, ajustement des troupes au Sahel. Est-ce que ce mot est juste? Est-ce que ça vous semble la bonne direction? Enfin, moi je m'interroge sur qu'est-ce que ça veut dire un ajustement. Oui, posons-nous la question, faut-il partir ou pas? Mais avant de se poser cette question, qui n'appelle pas une réponse française, parce que cette réponse dépend d'une donne géopolitique qui échappe à la France. Voilà, clairement, on peut se poser la question, mais la France n'a pas les coups des franches parce que ça dépend d'un ensemble, d'une configuration géopolitique complexe. Et deuxième chose qui est primordiale à la veille du sommet de lundi, qui est une sorte de sommet de clarification encore une fois, avant de se poser la question, encore faudrait-il que la France ait une sorte de visibilité et une sorte de cohérence stratégique. Le dernier sommet entre la France et les alliés du Sahel, c'est le sommet de Pau. On avait quitté le sommet de Pau avec une décision du président Macron de monter en puissance, c'est-à-dire un engagement militaire augmenté. On s'est engagé, française d'abord, donc la France a renforcé ses troupes et Takuba devait venir. Un an plus tard, on est sur une stratégie inverse. Donc je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la stratégie française et puis il y a une contradiction très profonde et qu'il va falloir régler entre la France et ses alliés. D'un côté, on a la France qui dit, grosso modo, pas d'issue politique avec les groupes djihadistes armés, donc il n'y a pas de négociation politique possible. On y viendra. Et d'un côté, les pays qui disent, non, nous, on veut une issue politique. Donc je pense que la question de l'engagement ou du désengagement militaire dépend de la réponse politique. Il est impossible de se désengager sans réponse politique viable. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de réponse politique viable. Il y a une tentative avec l'Europe. Et là, aujourd'hui, on dit oui, il faut se désengager, l'Europe s'engage. Je suis assez pessimiste, j'avoue, parce qu'une des choses qui fait que les Français sont pris dans un piège, c'est qu'au départ de l'engagement français, il y avait le volet reconstruction des armées, notamment de l'armée malienne, pour qu'ils puissent reprendre le relais. Mais l'armée malienne n'est pas un État. Et malgré une mission européenne qui avait la mission qui était claire de reconstruire l'armée malienne. Donc je pense que l'Europe a déjà échoué sur la première phase. L'armée nigérienne fait un peu de progrès. L'armée nigérienne mais l'armée malienne qui avait bénéficié de la mission n'est pas opérationnelle. Et l'Union européenne a fait 8 ans de mission. Des dizaines de millions d'euros. Et on est bien d'accord sur ce sujet. Pour l'instant, à mon avis, impossible. Il est impossible pour l'armée française de partir ou même de réduire ses effectifs. On poursuit ce tour de table avec nos deux intervenants qui malheureusement sont à distance, pour qui c'est plus compliqué d'intervenir. Niagali Bagayoko, moi dans ce que j'entends, c'est qu'en fait on n'a même pas à se poser la question, en fait on est bloqué, on ne peut pas partir. Moi, je ne suis pas totalement convaincue qu'on ne puisse pas partir. Je pense qu'il faut mettre l'instrument militaire au service d'un objectif politique, en effet, comme vient de le souligner Ousmane Ndiaye. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en effet, il y a une dichotomie entre les positions qui sont adoptés au sein de la coalition internationale pour le Sahel, parce que je pense qu'il est important d'être précis. Une coalition internationale pour le Sahel a été mise en place. C'était l'une des principales décisions prises à l'issue du sommet de Pau. Elle a été actée à l'occasion du sommet de Nouakchott, et son objectif était justement d'articuler l'intervention des différents acteurs, c'est-à-dire à la fois de la force Barkhane, mais aussi
du G5 Sahel. Et l'on voit bien que même dans ce cadre, il y a une grande difficulté à faire changer la donne stratégique sur le terrain. Ce ne sont pas seulement nous, les observateurs, qui le constatons. Il suffit simplement de se référer à la carte de conseil aux voyageurs du Quai d'Orsay qui, depuis l'attentat de Kouré qui a touché les personnels humanitaires français au mois d'août au Niger, est quasiment rouge pour l'ensemble de la zone. Comparons-la à ce qu'elle était il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 ans. Donc cette photographie est tout à fait parlante pour désigner la situation. Pour ce qui est de cette approche politique ou militaire, je pense que dire qu'aujourd'hui l'instrument militaire a pour objectif, par exemple, de réduire les capacités des groupes djihadistes pour les amener à la table des négociations dans une position amoindrie, c'est déjà avoir un discours politique. Mais continuer à dire « nous sommes là pour les neutraliser » alors qu'on voit bien que la complexité de l'environnement, comme l'a rappelé l'incident, ce qui s'est produit à Bounti, où l'on voit très bien l'imbrication qui existe entre les populations civiles et les groupes armés djihadistes, démontre vraiment cette nécessité d'inscrire l'intervention dans un cadre politique avec un objectif de sortie négociée. On poursuit, on termine ce tour de table. Pierre Laurent, les communistes et la France insoumise sont ceux qui remettent peut-être le plus en question cette opération. Je pense aux propos de Jean-Luc Mélenchon dans Jeune Afrique, qui va jusqu'à mettre en cause les fondements de cette opération. Je le cite, un des défis au Mali, c'est précisément le fait que Barkhane est une opération militaire sans objectif politique identifié. Les bases de l'intervention française sont confuses. Ousmane Ndiaye parlait aussi de flou. Qu'en pensez-vous ? Moi, je partage l'idée qu'il faut maintenant changer de logique parce que la logique de l'intervention militaire Barkhane, elle a aujourd'hui montré clairement qu'elle nous conduit dans une impasse. Parce que j'ai entendu encore cet après-midi dans le débat au Sénat des discours qui nous disent que les choses vont de mieux en mieux. Or, comme vient de le dire votre interlocutrice qui m'a précédé, les choses se dégradent, c'est-à-dire la déstabilisation, elle gagne du terrain, la violence gagne du terrain. On parle beaucoup, et évidemment en France, on comprend pourquoi, des 50 soldats qui sont décédés, mais il y a des milliers d'Africains des pays du Sahel, population civile ou soldats des armées locales, qui sont tués depuis le début de ces opérations. Il y a une chose qui m'a frappé dans le débat de cet après-midi, c'est que Florence Parly a dit, pour justifier les décisions du sommet de Pau, que la région était au bord de la rupture il y a 1 an. Or, nous étions là-bas depuis 7 ans déjà. Donc, il y a 1 an, Florence Parly nous dit, c'était la rupture, il a fallu prendre des décisions nouvelles, et on a choisi d'amplifier notre présence militaire, et ça faisait déjà 7 ans qu'on était là-bas. Eh bien, nous n'arriverons pas au bout de ce problème en continuant de cette manière. Donc moi, je crois qu'il faut un nouvel agenda politique, un nouvel agenda construit avec les pays africains. Et quand les pays africains soulèvent des problèmes, par exemple sur les accords d'Alger, le ministre des Affaires étrangères français, cet après-midi, dit non, il ne faut rien toucher aux accords d'Alger, il faut les appliquer. Or, nous savons qu'ils peuvent ouvrir la porte à des choses dangereuses, dont la partition du Mali. Et ils sont mis en cause sur place. Donc quand des questions politiques sont soulevées par les pays africains, par les populations africaines, il faut travailler avec elles à un nouvel agenda. Et la France ne peut pas continuer à dire nous allons continuer à rester, tout en disant d'ailleurs dans le même discours que la solution ne sera pas militaire. Florence Parly dit cet après-midi, notre présence n'est pas éternelle, mais à court terme, il faut la maintenir. Mais quel est l'objectif politique de cette présence? Nous voyons bien que l'opération Barkhane est dans une impasse. Et moi, je crois qu'il faut tourner la page de cette opération, créer les conditions du départ. Évidemment, tout le monde voit bien qu'au point où nous en sommes arrivés, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Mais donc, il faut construire un agenda politique alternatif à cette solution militaire qui n'en est pas une. Alain Joyandet. Je ne crois absolument pas à un agenda politique. Mais alors, absolument pas. On n'est pas dans une opération, on n'est pas dans une situation internationale où des républicains, pour prendre un terme qui nous est familier, s'affrontent
et où il faut trouver une solution politique pour mettre fin à un conflit. On se bat contre le terrorisme islamique. Un des groupuscules les plus dangereux en ce moment, qui est le RIVM, c'est le rassemblement quand même pour la victoire des islamistes et des musulmans, qui est un des plus dangereux actuellement auxquels nous devons faire face. Le général qui commande les forces armées dit que si ce groupuscule avait la possibilité d'agir en France et en Europe, il le ferait comme il le fait pour l'instant dans la bande du Sahel et ailleurs. On a le terrorisme en face de nous. On est en guerre contre le terrorisme. On ne va pas mettre autour de la table des terroristes. J'ai entendu votre interlocutrice tout à l'heure dire qu'il faut les amener autour de la table. Mais pour dire quoi? On est sur une guerre sans merci. Et donc les forces françaises font face pour effectivement un certain nombre d'autres nations. Tout à l'heure, on parlait des autres forces. Il n'y a pas 2 forces, il y en a 5. Il y a 5 forces qui sont là-bas, puisque les Nations Unies, l'Europe, la France, le G5 Sahel, tous ces gens-là se mobilisent pour faire face à ces terroristes. Donc, on n'est pas du tout dans une situation politique traditionnelle. Et moi, je pense qu'il faut avoir le courage de dire qu'on est là-bas, on est en guerre contre les terroristes. On a peut-être une faiblesse dans l'opinion publique. C'est qu'on n'ose pas parler des résultats de ces forces militaires. On n'en parle pas. On parle des 50 civils qui sont tués, il en a été question tout à l'heure, de nos soldats lorsqu'hélas ils reviennent sous le drapeau bleu, blanc, rouge, mais l'on ne parle pas de ce que fait l'armée française là-bas, de ses résultats. D'ailleurs, je renvoie nos collègues sénateurs, je parle à Pierre Laurent, ou à ceux qui nous écoutent, à l'audition du général qui commande Barkhane, devant la Commission des Affaires étrangères, à un moment donné, il pose une question. Il dit d'ailleurs, si vous n'êtes pas convaincu, posez-vous la question de quelle serait aujourd'hui la situation de cette partie de l'Afrique si Barkhane, tout simplement, s'en allait. Donc je pense que la question aujourd'hui n'est pas de savoir si on s'en va, la question est de savoir est-ce qu'on gagne la guerre contre le terrorisme ou est-ce qu'on la perd. Et la question centrale, c'est avec qui parler, effectivement. Organiser une transition suppose qu'il y ait des interlocuteurs fiables, a priori, vous me direz ce que vous en pensez, et en tout cas de bonne volonté, c'est bien la complexité de la situation. Je voudrais juste qu'on écoute Christian Cambon, qui était l'invité de Public Sénat ce matin, et je vous fais réagir ensuite, Ousmane Diaye. Il faut que le dialogue s'engage avec ceux-là même qui ont envie de dialoguer, c'est-à-dire ceux qui ont des revendications liées à l'absence d'État, c'est une chose. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui veulent de toute façon neutraliser, abîmer ces États et veulent des États religieux ou souvent des États gangsters qui se servent faussement de la religion pour essayer de mettre la main sur ces États. C'est ça la situation, Ousmane Diaye, on ne sait pas avec qui parler, parce que ce sont des... Si, c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'il y a des interlocuteurs identifiés. Il y a eu des négociations qui ont abouti au processus de l'accord de paix d'Alger, qui patine, et malheureusement dont nous n'avons pas le courage de le remettre en cause. Premier problème. Après, il y a les groupes qui sont constitués, identifiés. Le principal groupe, le groupe de Yak Ali, qui est lié à AQMI, est clairement identifié. Donc, même s'il y a une myriade de groupuscules, mais on sait à peu près qui fait quoi. C'est-à-dire, si on voulait organiser une transition, si on veut un agenda politique, on sait à qui parler. Bah oui, il y a eu même par le passé des offres de négociation. De toute façon, il y a une forme d'hypocrisie dans le discours « faut pas négocier ». En réalité, la France a toujours négocié. Aujourd'hui, vous prenez Yak Ali, qui est le principal chef islamiste dans la zone. La France a toujours négocié pour libérer les otages, etc. C'est un acteur du Sahel depuis 20 ans. Et on a eu de cesse de négocier sur des questions précises comme la prise d'otages. Et quoi qu'on puisse dire, la réalité est qu'aujourd'hui, les alliés de la France sont en train de négocier. Au Mali, il y a un dialogue national qui aboutit à une sorte de proposition portée par l'ensemble des forces, société civile comme partis politiques, pour négocier. Donc, on négocie avec des terroristes. De toute façon, même si la France ne négocie pas directement, les États qui sont acteurs du conflit ont décidé de négocier. Là, il y a eu un nouveau gouvernement au Burkina, il y a eu une déclaration de politique générale du Premier ministre. Il dit clairement, alors que le Burkina, contrairement au Mali, était sur la doctrine française, il ne faut pas négocier, il commence à envisager la négociation. Maintenant, il y a un problème, effectivement. Qu'est-ce qu'on négocie? Et j'aimerais bien vous répondre sur, quand on parle du subpolitique, ça ne veut pas dire forcément une sorte ça ne veut pas forcément dire la négociation. Moi, j'entends par objectif politique, en tout cas à court terme,
la France ne peut pas toujours se substituer aux missions de l'État régalien malien. C'est ça que j'appelle, pour moi, l'objectif politique immédiat. La France ne peut pas se substituer. Il faut qu'à un moment donné, le Mali retrouve un minimum d'État. Quel que soit le degré d'engagement ou de désengagement, c'est un préalable. Aujourd'hui, le Mali, qui est le ventre mou du Sahel, n'a ni État, ni gouvernement, une administration qui n'existe pas, qui est fantomatique. Donc je pense qu'il faut reconstruire l'État malien. Je pense que c'est un objectif politique clair à court terme. Dans la réponse que vous me faites, au fond, vous me confortez dans ce que j'ai dit. Au Mali, il n'y a plus rien. Au Mali, si la France n'était pas intervenue, le Mali serait aujourd'hui un État aux mains des terroristes. On a dépassé ce stade. Bien sûr, on a dépassé ce stade. Ça c'était en 2013. Là où on peut être d'accord, je pense, c'est que la France participe à la reconstitution d'un État, d'une administration, d'un pouvoir démocratique. Ce qu'il faut dire quand même, ce qu'il ne faut pas oublier de préciser pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, c'est qu'au Mali, on est au Mali post-coup d'État, en train de reconstruire quelque chose, si possible, de stable. Donc, ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, de la Mauritanie ou du Niger ou de l'Algérie. Donc là, on est dans des circonstances. Les situations politiques, déjà, je pense, quand on parle de situations politiques ou de solutions politiques, où nous pouvons aider, je pense, c'est pour faire revenir des États stables dans toute cette région. Quand on a déjà des États stables, le plus démocratique possible, je pense qu'on a des gens à qui parler. Que eux parlent avec leurs groupuscules, c'est une chose. C'est pas la France qui doit parler avec des terroristes. Et est-ce que dans ce débat, on doit écouter les opinions publiques? En France, le dernier sondage IFOP de janvier nous dit 49% des sondés approuvent encore cette intervention. Ils étaient 58% en 2019, 73% en 2013. Et les opinions des pays du Sahel, qu'en pensent-elles? On se souvient, il y a pile un an, d'une manif de plusieurs manifs anti-français au Mali, par exemple, de drapeaux tricolores brûlés. Cela a repris il y a quelques jours, vous le voyez sur ces images, notamment parce qu'il y a ces soupçons de bavure dont vous parliez, Niagale Bagayoko. Une frappe aérienne sur le village de Bounti pourrait avoir tué des dizaines de civils, dont des femmes et des enfants. Paris assure n'avoir tué que des djihadistes. Florence Parly a même dénoncé des rumeurs. Pourtant, des témoins expliquent qu'il s'agissait en fait d'un mariage. Nos confrères de France Info ont même dévoilé une enquête sur le sujet qui accrédite la thèse de la bavure. Et tout cela renforce une colère déjà existante sur place. Écoutez. La stratégie de la France qui est de diviser pour régner. C'est cette stratégie qui a été d'être appliquée et que nous avons compris qu'elle veut nous diviser qui? Le peuple et l'État. C'est ce que et les dirigeants qui veulent mettre dos à dos. Alors que nous voulons une unité nationale. Donc, comme nous avons compris cette stratégie-là, nous n'avons pas prêté le flanc pour qu'aujourd'hui il y ait une répression. Niagale Bagayoko, est-ce que le problème n'est pas là aussi, des opinions qui ne sont plus pro-françaises? Juste, si vous me permettez de préciser quelque chose par rapport à cette question de la négociation. Je pense que ce n'est pas Niagale Bagayoko qui enjoint de négocier, ce sont en effet les États partenaires de la France qui le demandent aujourd'hui. Et l'enjeu du sommet qui va se tenir à N'Djamena la semaine prochaine va véritablement être de voir quelle sera la cohérence de la position politique des différents alliés et partenaires au sein de cette coalition. Pour ce qui est de cette question des opinions publiques, je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait que l'ennemi est justement un acteur politique et non pas uniquement un acteur qui doit être défini par son mode opératoire. Être terroriste, ça correspond à un mode d'action. Or, on s'aperçoit que les responsables du G5 en particulier ont une stratégie très habile, y compris vis-à-vis des opinions. Il faut lire leur dernier communiqué. Ils s'adressent directement à l'opinion publique française en demandant pourquoi près d'1 milliard d'euros a été investi dans l'opération Barkhane en 2020 au lieu de l'avoir investi dans le chômage. Ils demandent aussi pourquoi certains affirment que des menaces sont directement orientées vers le territoire français. Donc, ce discours s'adresse à l'opinion. On est en effet dans
une guerre qui est aussi informationnelle de ce point de vue-là. Et on s'aperçoit que les opinions françaises et africaines évoluent aussi en fonction de tous ces débats qui sont malheureusement très souvent articulés autour de théories du complot les plus fantaisistes qui soient, mais qui sont très graves parce que on voit l'armée française être accusée en réalité de livrer du matériel, des motos aux djihadistes, voire de voler des bétails en France pour alimenter les restaurants ici. Il faut voir à quel point ces fausses rumeurs alimentent aussi un sentiment anti-français, mais il y a également, surtout, le sentiment d'une inefficacité de cette opération qui n'est pas perçue comme apportant de la sécurité aux populations qui sont les premières victimes du conflit aujourd'hui. Ce sont elles qui sont les premières attaquées. Et l'incident de Bounty dont vous parlez, il n'est pas question de femmes et d'enfants. Je pense que la plupart des enquêtes le démontrent aujourd'hui. Mais la question qui se pose, en fait, est celle de savoir si l'imbrication, justement, des groupes djihadistes avec les populations civiles ne disqualifie pas l'efficacité de l'instrument militaire, parce qu'en effet, on en arrive à des morts civiles qui ne sont plus acceptées par les opinions publiques. On ne peut pas dire ça. On peut pas laisser dire ça, quand même. Il suffit de se rappeler de ce qui s'est passé au Mali, quand les militaires français sont venus libérer le Mali, quand le président de la République française a été acclamé au Mali. On ne peut pas laisser tenir des propos comme ça, quand on sait qu'un certain nombre de militaires français laissent leur vie là-bas pour la liberté des peuples. On a quand même livré au Mali un combat quand même pour revenir un peu à la démocratie. Si nous n'étions pas là, je rappelle qu'on a des accords de défense. On a des accords de défense. Ils ont été révisés. Il se trouve qu'ils ont été révisés lorsque j'étais au gouvernement. Et j'ai partagé un peu ça. Donc il ne faut pas tout mélanger, madame. Je pense que vous avez raison sur un certain nombre de vos propos. Mais je pense qu'on ne peut pas laisser la fin de votre propos sans tirer un trait de plume comme ça sur la réussite, les réussites qu'ont enregistrées nos militaires français. Bien sûr que tout n'est pas militaire, mais on ne peut pas vous laisser dire ça. C'est pas possible. Pierre-Laurent, ne serait-ce qu'en pensant à tous ceux qui ont laissé leur vie là-bas. Ce qui n'est pas possible, Alain Joyandet, c'est de dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'il ne peut pas y avoir de solution politique. Il n'y a même pas un seul responsable militaire français, à commencer par le chef d'état-major, qui ose dire ça. Tous les militaires que nous avons auditionnés à la commission depuis le début de l'opération Barkhane commencent leurs propos par nous dire que la solution ne sera pas militaire. Donc il faut évidemment travailler à une solution politique, parce que sinon, tout engagement militaire, quel qu'il soit, n'a aucun espoir de déboucher sur une solution. C'est l'évidence aujourd'hui, après 8 ans d'engagement. Et même, j'ajoute que cet engagement, effectivement, qui est maintenant vécu par les Maliens eux-mêmes comme aggravant l'insécurité nationale, aggravant la déstabilisation, est effectivement aujourd'hui vécu comme un problème, ce qui n'était probablement pas le cas lors de la première intervention Serval, c'est vrai. Mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup bougé parce que l'expérience est là. Et vous ne pouvez pas renvoyer tous ceux qui soulèvent des questions à la complicité avec les djihadistes. Il y a un peuple malien, il y a des populations locales qui nous disent qu'elles veulent autre chose que ça. Et ce n'est pas parce qu'ils veulent voir débarquer les milices islamistes dans leur village. C'est même exactement le contraire. Mais ils veulent, comme le disait le jeune malien qu'on a entendu, ils veulent de la cohésion nationale, ils veulent le retour des services publics dans leur village, ils veulent un État qui retrouve des moyens de contrôler le territoire. Donc on ne peut pas mettre 1 milliard par an dans l'opération militaire quand on en met 5 ou 10 fois moins dans l'aide publique au développement et venir donner des leçons à tous les Maliens, alors qu'actuellement, l'aggravation de la situation de l'insécurité du pays est en train de produire une catastrophe du point de vue de la présence des écoles, des services publics, de l'ensemble des moyens de services publics du pays. Donc la priorité, elle doit être maintenant donnée. Parce que l'agenda politique, ça n'est pas seulement les négociations, c'est la construction, la reconstruction d'un État malien qui ait les moyens de reconstruire sur tout le territoire des services publics accessibles à tous. Et c'est sur ça qu'il faut mettre le paquet. Et il faut le mettre d'urgence. Donc, effectivement, les opérations militaires ne s'arrêteront probablement pas du jour au lendemain.
vu la situation dans laquelle se trouve maintenant le pays. Mais je le redis, il faut changer d'agenda. Il nous reste moins de 2 minutes. On va faire réagir Ousmane Ndiaye. En fait, juste dire que si c'était une question de supériorité militaire, la guerre serait pliée. Faut, à un moment donné, au bout de 8 ans, où il y a eu un déploiement important du point de vue militaire, il faut se poser la question pourquoi on est en échec sur l'objectif. En fait, pourquoi on est en échec? Parce que le combat, il n'est pas que militaire. On ne peut pas combattre une idéologie juste par des armes. Il ne faut pas sous-estimer le degré d'infiltration des idées de l'islam politique dans la société malienne. Et puis, autre chose qui est très important, il ne faut jamais oublier que la question djihadiste, elle est nouvelle. Elle se superpose à une question qui est liée à l'irrédentisme touareg, à l'isolement de ces zones-là, à l'incapacité des États à développer ces zones-là. Vous prenez les leaders djihadistes qui ont pris une sorte d'enseigne djihadiste, mais ils sont rebelles depuis 1963. Mais vous savez, quand vous parlez de la durée, quand on parle de la durée de la présence, quand on parle de la durée de la présence, et de ce qui serait une inefficacité de nos forces pour faire face à ce terrorisme. Et donc il faudrait partir. C'est un peu comme si on disait... Non, on ne dit pas ça. Non, attendez, il faut changer... On dit que par rapport à janvier 2013, la situation s'est dégradée sur le terrain. Je termine. Là, on parle du centre du Mali, oui, alors que l'idée, c'était de libérer le Nord. Non seulement on n'a pas pu libérer le Nord, mais le centre est en crise. Mais je voudrais prendre une comparaison pour que les gens comprennent. Il reste 15 secondes. Eh bien, j'ai 15 secondes. C'est un peu comme si on disait qu'en France, à l'intérieur de la France, depuis combien d'années on se bat contre les terroristes, contre l'islamisme complètement débridé auquel nous assistons aujourd'hui? C'est un peu comme si on disait, ben voyez, les forces françaises intérieures, l'armée, les gendarmes, la police, on n'y arrive pas contre les terroristes. Ça fait 15 ans que ça dure. Ça fait 15 ans que ça dure. En France, il y a un État. Au Mali, il n'y a pas un État. Donc, je pense que la situation internationale sur le terrorisme, elle n'est pas prête de s'arrêter. Et donc, je pense qu'on n'est pas prêt de partir d'Afrique. C'est ma conviction. On va vous arrêter là. C'est ma conviction. On n'est pas prêt de partir. Merci à tous d'avoir participé au grand débat de la LPL qui continue avec notre match des idées.